C'est le deuxième webinaire qui est organisé par notre cabinet DGS. C'est le premier qu'on fait en droit immobilier. Et on est très honorés aujourd'hui parce qu'on a deux invités prestigieux que certains d'entre vous connaissent déjà pour avoir l'occasion de travailler avec eux. Donc, Monsieur Éric Pitois, qui est responsable national du réseau entreprises et commerce au sein du groupe propriétéprivée.com. Le groupe propriétéprivée.com, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est donc un réseau de négociateurs spécialisés en cession de fonds de commerce et murs commerciaux sur toute la France et avec un pôle particulièrement important en Île-de-France. Monsieur François Deviau, qui donc on va accueillir dans quelques secondes, je pense, une fois que ces problèmes techniques seront résolus, qui est associé gérant du cabinet de financement Crédit Pro, est un acteur spécialisé en recherche de financement pour les entreprises et les commerçants. Et donc, l'objet de la conférence de ce jour, c'était de faire un petit peu un point, de se poser, d'essayer de réfléchir ensemble pour essayer d'imaginer à quoi va ressembler le marché des cessions de fonds de commerce après cette crise, qui est une crise assez singulière. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'éléments de comparaison, à part peut-être même la crise de 2008, on est nombreux à penser que ce n'était pas du niveau de ce qu'on va connaître aujourd'hui. Voilà. Ceci étant, on est en droit de s'interroger secteur par secteur pour savoir ce que ça va donner. Le secteur du commerce paraît être un des secteurs de prime abord le plus touché parce qu'il subit de plein fouet les fermetures administratives, notamment le secteur du CHR. Voilà, qui fait pas partie des activités essentielles à la vie du pays, qui sont donc fermées aujourd'hui. Et ça va nécessairement avoir une répercussion. Alors, on va se demander laquelle. Ce que je vous propose, c'est que dans l'ordre, on commence par vous peut-être, Éric, nous donner un petit peu quel est votre sentiment par rapport au marché des sessions. On vous entendra ensuite, vous, François. Et puis, je clôturerai en essayant de présenter un petit peu les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement pour venir en aide des commerces en particulier, parce que forcément, ça va avoir un lien direct avec votre activité et avec vos clients au quotidien. Éric, encore une fois, c'est un honneur de vous avoir avec nous. C'est gentil, c'est gentil. Vous avez passé un petit peu de temps là au début de vous pouvoir gérer ces problèmes techniques. Voilà, on vous écoute et encore une fois, on est honoré. D'accord, écoutez, c'est très gentil. Déjà, merci à tous et merci donc à Maître Roblin pour son invitation à cette visioconférence qui a pour but d'échanger un peu sur le marché des cessions effectivement de fonds de commerce après cette crise sanitaire, de voir un peu ce qu'on envisage et effectivement cette crise on n'a jamais connu cette crise auparavant. Donc voilà, avant de développer avec des données techniques et statistiques que j'ai recueillies chez des partenaires à des banques, et François Deviau donc expliquera effectivement le marché bancaire après, je tiens d'abord à vous dire qu'il faut rester assez optimiste. Cette situation est inédite et brutale, mais nous avons tendance à être dans le catastrophisme. Il faut quand même relativiser, ça fait que 15 jours, et cela nous semble déjà effectivement une éternité. En effet, les commerces ferment souvent 15 jours, sauf qu'ils s'y préparent. Là, c'est assez brutal. On a imposé aux restaurants de fermer quasiment 4 heures après. Et certains magasins, tout ça, effectivement, avaient des stocks. Et donc c'était un peu le souci, en fait, de déstocker, d'avoir le stock et de fermer comme ça un peu brutalement. Mais quel impact, effectivement, aura cette crise sur l'activité? L'impact dépendra évidemment du délai de fermeture et de confinement et des secteurs d'activité. Dans notre branche, donc, alors moi je parle, il n'y a pas que des gens de chez Propriété Privée qui sont sur le web. Dans notre branche, nous avons deux activités principales, mais apparemment, donc les gens connectés sont des professionnels qui font un peu ce genre d'activité. On a effectivement la vente de murs commerciaux et les ventes de commerce et d'entreprises. Donc les murs commerciaux, c'est donc pour rappeler la constitution de patrimoine destiné à des investisseurs, donc souvent avertis en fait, donc c'est les foncières ou des clubs d'investissement. Les investisseurs, même s'ils ne perçoivent pas leur loyer en attendant pendant 1 ou 2 mois, car le commerçant effectivement n'a plus d'activité pour lui régler, cet investisseur a quand même toujours son patrimoine, donc c'est quand même il faut quand même relativiser ce genre de choses. Et il y a des dispositions effectivement que Maître Roblin verra en dernière partie pour que les commerçants soient allégés avec un délai, donc il parlera. Bien entendu, c'est pas des cadeaux, mais ils auront un délai pour payer ça. Donc il faut essayer. Nous, il faut quand même essayer de faire de la prospection. On avait un outil
jusqu'à maintenant qui permet de le faire. Et donc, essayons de voir, quand on a des beaux commerciaux ou des choses comme ça, essayons de voir avec des outils qu'on a sur Internet, de prospecter effectivement les murs commerciaux. Prospecter effectivement, les acquéreurs veulent voir avant tout le bail commercial pour évaluer la rentabilité avant même de voir les locaux. Donc, on peut quand même travailler ce domaine-là. Les banques sont effectivement, bon, François Dauvieux en parlera après, mais effectivement au ralenti et les dossiers sont légèrement retardés parce qu'il y a moins de comités d'engagement qui se réunissent pour décider effectivement de l'attribution des crédits. Voilà. Maintenant, notre plus importante interrogation porte sur les commerces, parce que c'est notre activité principale et qui est arrêtée complètement actuellement, à part l'alimentaire. L'impact sera bien entendu important sur les commerces qui ne pourront pas se rattraper. Alors effectivement, il y a, je pensais, on a fait un peu le tour, mais les stations de ski, il y a beaucoup de gens qui voulaient partir au ski. Alors les stations de ski, tous les commerces de stations, choses comme ça, là c'est arrêté. Ils ne pourront pas se rattraper dans un mois ou dans 2 mois. Voilà. Il y a aussi, il y a également des corporations comme les chocolatiers. On a fait des statistiques, mais les chocolatiers et les poissonniers font mais surtout les poissonniers font entre 35 et 40% de leur chiffre d'affaires à Pâques. C'est la deuxième période la plus importante après Noël. Donc, c'est effectivement ces gens-là, les chocolatiers, auront du mal, effectivement, rencontreront effectivement des problèmes. Alors, ce qu'il faut regarder, en fait, ce qui était important de regarder dans le coût au niveau des commerçants, il y a 4 gros postes qui viennent gréver en fait la rentabilité. C'est les loyers, les employés, le stock et puis effectivement les emprunts sur fonds de commerce. Alors tout ça en fait est assez relatif puisqu'il y a des ordonnances. Baptiste en parlera tout à l'heure sur les loyers avec des délais. Donc à cette heure-ci, les commerçants la plupart du temps n'auront pas de loyer à payer actuellement. Donc pendant qu'ils sont fermés, ils auront les loyers qui vont être décalés. Les employés, il y a le chômage partiel qui est quand même, avec les ordonnances du gouvernement, je ne sais pas comment le gouvernement va faire pour financer tout ça, mais actuellement, le chômage partiel prend en compte en fait la plupart des employés des commerces. Et les traites de banque, effectivement, pour les remboursements de fonds de commerce sont de plus en plus suspendues. Moi, j'ai eu quelqu'un du Crédit Mutuel, du CIC aussi, et systématiquement, pour ces banques-là, toutes les traites des commerçants pour les remboursements des fonds de commerce sont pour l'instant suspendus. Donc, c'est pas des cadeaux, ça sera suspendu et ça sera décalé dans le temps. Mais donc, à cette heure-ci, ça contient quand même, ça revient à moins gréver effectivement leur activité, qui n'existe pas, mais leur budget, leur trésorerie. Voilà. Donc, l'interrogation, c'est à cette heure-ci le stock. Donc, les chocolatiers, par exemple, on vient d'en parler, mais il y a aussi tout ce qui est donc le commerce des chaussures, du prêt-à-porter, tout ce qui est saisonnier en fait, où là, effectivement, on aura, c'est compliqué de vendre des équipements de ski ou du prêt-à-porter d'hiver, alors qu'on va arriver peut-être en avril ou en mai sans pouvoir ouvrir. Alors, j'ai eu plusieurs commerçants en fait qui se posent la question et qui interrogent apparemment le gouvernement, savoir si la période de solde va être maintenue. Apparemment, certains vont poser la question au gouvernement pour savoir si les périodes de solde vont être maintenues, pour savoir si les commerçants peuvent ne pas faire les soldes ou retarder les soldes pour effectivement qu'ils puissent conserver et donc vendre avec des coefficients acceptables et pas tout brader à 50 ou 70%. Il y a quand même un point positif que j'ai vu, le point positif pour les commerçants, c'est que le commerce en ligne, alors hors alimentaire, mais il y a eu des statistiques faites là-dessus et des reportages, les commerces en ligne hors alimentaire ont également baissé de 50%. Donc, je pense qu'après l'inquiétude, c'est ce qui est attendu, mais viendra la surconsommation, car les clients n'ont pas comblé par les ventes à distance, en fait, les achats en magasin. Si les commerces avaient stabilisé ou avaient augmenté leur chiffre d'affaires, ça aurait traduit effectivement un report des achats des consommateurs des boutiques vers les sites en ligne, ce qui n'est pas le cas. Et donc, une perte complète pour les commerçants en boutique, effectivement. Là, effectivement, on constate un attentisme et on peut supposer après un rattrapage. Et j'ai eu plusieurs banques de détail du réseau particulier qui s'attendent et qui ont eu de la direction en fait des ouvertures de crédit, de lignes de crédit pour des crédits à la consommation pour les particuliers, parce qu'ils supposent qu'il y aura une hyperconsommation au retour à la normale ou en déconfinement progressif ou pas. Voilà, donc il est possible que certaines boutiques commencent à pouvoir réouvrir, on va voir un peu, mais c'est la volonté de maintenir un minimum d'économie c'est une volonté du gouvernement qui demande à ce que les des stations de service, des carrosseries, des garages automobiles qui ont demandé à être réouverts
Et d'ailleurs, de nombreux marchés parisiens en ce matin qui avaient été fermés, ont réouvert en Île-de-France, en tout cas, à partir de ce matin. Donc, c'est quand même une volonté de maintenir un peu l'économie. Voilà. Alors, pour ce qui nous concerne, en grande partie, on sait que la plus grande partie de nos transactions au niveau de propriétés privées, c'est effectivement tout ce qui est café, hôtel et restaurant. Et là, effectivement, je pense qu'il y aura, ça va être certainement retardé parce que là, effectivement, les gens se regroupent. Tout ce qui est discothèque, hôtel, restauration, les gens viennent pour se regrouper. Donc là, effectivement, ça pose un problème. Je pense que, comme beaucoup, ça c'est pas moi qui invente, que ça va être le déconfinement progressif va être fait à partir du moment où on aura des masques en quantité et puis des tests pour voir un peu tout ça. Donc il faut quand même relativiser un peu tout ça. Mais voilà, donc à cette heure-ci, je regarde moi les pharmacies que je connais. En fait, les pharmacies à cette heure-ci ont fermé les portes, mais servent à la porte et en fait servent client par client. Donc, ils restent ouvertes en faisant comme ça. Je pense que ce serait possible que les coiffeurs puissent faire ça parce ça pourrait être sur rendez-vous toutes les demi-heures, toutes les heures et ne pas fermer absolument tous les commerces. Donc, les coiffeurs, les opticiens, l'esthétique, ça pourrait peut-être à partir du moment où on va avoir plus de gants, plus de tests, peut-être on va pouvoir effectivement peut-être constater la réouverture de certains commerces dans ce sens-là. On a dit, c'est une blague, mais ils ont marqué sur Internet que 80% des blondes auraient disparu d'ici un mois et demi, parce qu'effectivement, les gens qui se teignent les cheveux, on va perdre des blondes. Donc, il est évident que les gens, des commerciales, tout ça, vont se précipiter chez le coiffeur avant de reprendre le travail et le déconfinement. Donc, on espère effectivement qu'ils vont pouvoir se rattraper un peu. Voilà. Donc, sinon, je voulais voir avec vous pour une autre chose qui était très importante. J'ai Se Loger qui est un de nos partenaires. Donc, Se Loger maintenant s'appelle Bureau et Commerce, la partie division Bureau et Commerce. J'ai vu qu'on avait des membres de seloger.com qui étaient avec nous aujourd'hui. Je les en remercie, je les salue d'ailleurs au passage. C'est un plaisir de nous avoir également. Voilà. Donc, ils ont travaillé sur des demandes qu'on leur a faites un peu pour consulter ça. Donc, je vous remercie Sandrine Gianni du groupe de la filière, donc effectivement, Se Loger, Bureau et Commerce, qui nous a fourni certaines statistiques qui sont assez réconfortantes et qui nous disent qu'en fait, la part d'audience sur l'ensemble de la globalité du site Bureau et Commerce a baissé de 50%. Alors, effectivement, c'est quand même important, mais on peut quand même considérer qu'on a quand même 50% des acquéreurs qui continuent à consulter en vue de racheter un fonds de commerce, enfin en vue de racheter des bureaux ou du droit au bail, enfin de l'activité en général. Donc, alors qu'on a une activité qui est complètement à l'arrêt, on a quand même 50% de l'audience qui est conservée. Et encore mieux que ça, la partie fonds de commerce, je ne parle pas des bureaux justement, les bureaux, ça c'est la globalité du site, de Se Loger Pro. Enfin, Se Loger, Bureau et Commerce. Mais la partie fonds de commerce, la consultation de l'audience, s'est maintenue à 70%. C'est-à-dire qu'on a à peine 30% des acquéreurs qui arrêtent de consulter nos annonces en ligne, les annonces de professionnels. C'est pour ça que je me suis dirigé sur Se Loger, puisque à cette heure-ci, il y a en tout cas, il n'y a pas de marché de particuliers. Donc là, à cette heure-ci, les consultations de particuliers qui vont voir nos annonces, qui vont voir les commerces qui sont en vente par les professionnels, n'a baissé sur les fonds de commerce que 30%. Donc il faut effectivement essayer de garder espoir. Et c'est important, la chute c'est quand même 30% de moins, c'est clair, mais bon, il faut quand même se garder ça en mémoire. Donc 70%, c'est quand même une belle constatation en fait d'implication et de recherche des acquéreurs, avec une particularité d'ailleurs qui a été notée par le groupe Se Loger, c'est un renforcement très important, une audience supérieure à la normale de la région Occitanie et un peu la région Aquitaine, qui a dépassé la consultation, au niveau des contacts et des leads et des contacts qui sont faits par les particuliers. Donc il y a effectivement une augmentation supérieure à la consultation de la fin d'année, par exemple octobre, novembre, décembre, sur la région Occitanie, et donc les contacts passent devant le Rhône-Alpes, ce qui n'est pas du tout l'habituel. Et en région Occitanie, donc ça passe, les contacts et la consultation passent et plus forte qu'habituellement. Donc voilà, en Île-de-France et dans le Grand Est, qui sont pour l'instant les régions les plus touchées, pour l'instant les régions les plus touchées au niveau du Covid et du confinement et choses comme ça. C'est stable et donc c'est exactement dans la moyenne nationale, avec 50% au niveau de la branche complète et 70%
de maintien des consultations sur les fonds de commerce, qui est quand même notre grosse activité. Voilà. Donc, je vais laisser après, s'il y a des questions à poser, vous pouvez les poser par le chat, on répondra après. Mais ce qui est important, c'est que voilà, il faut se dire que c'est que 15 jours. Je pense que en fait tout prête à penser que courant avril, dans la deuxième quinzaine d'avril, les commerces vont commencer, certains commerces vont pouvoir commencer dès qu'on va être équipé. Et voilà, et il faut se dire que un mois, enfin 5 semaines, 4 semaines, 5 semaines de fermeture, nous ça nous paraît brutal parce que c'est effectivement on est chez nous, mais à mon avis c'est tout à fait supportable par une société avec les aides du gouvernement, avec le délai des loyers, choses comme ça, c'est quand même très supportable par les commerces. Et donc bien entendu, je sais qu'il y a des petits commerçants fragiles qui ont du mal à avoir de la trésorerie. Nous, en tant qu'indépendants, je sais qu'effectivement aussi, on a des signatures qui sont décalées. On a pas mal de dossiers où les signatures définitives sont décalées. On a encore signé des compromis ce matin et avant-hier. On a signé des compromis par voie électronique. Donc ça continue. Alors c'est pas du tout les mêmes proportions qu'habituellement, mais ça reste quand même un peu actif. Après, les signatures définitives sont effectivement décalées. Mais bon, écoutez, il faut pas se dire que voilà c'est la fin du monde et que surtout on va plus travailler pendant des mois et des mois. Je pense qu'il y aura un rebond, une consommation qui va être dès la sortie de la crise, qui sera certainement progressive, mais un rebond qui va renforcer un peu les commerçants. Voilà. Ok. Donc je suis bavard, hein, Baptiste. Donc non, je vais non, pas pas vous du prendre tout, tout mais votre temps. c'est extrêmement intéressant ce que vous nous dites et merci pour votre analyse et d'avoir nous avoir éclairé avec tous ces chiffres. Et puis merci aussi globalement d'avoir un discours positif à un moment donné où on pourrait tous se sentir un peu affectés par la sinistrose de la situation, le fait d'être enfermé chez nous et avoir l'impression que voilà, c'est un peu la fin du monde. On vient une situation économique qui est effectivement très très compliquée. C'est peu de le dire, mais c'est vrai, vous avez raison de souligner, il y a des indicateurs qui peuvent nous laisser optimistes. Je retiens notamment ces indicateurs que vous nous donniez, le fait que les gens continuent à consulter massivement les annonces qui sont publiées sur les biens professionnels, c'est important de le souligner. Moi, je voudrais peut-être juste avoir votre sentiment un petit peu sur la question, par contre, des prix des fonds. C'est une question qu'on peut aussi se poser. Vous nous dites qu'a priori, on va continuer à avoir une activité très intense de session après la crise, du moins qu'on va retrouver un niveau normal assez rapidement. Et moi, je partage vraiment volontiers votre analyse là-dessus. L'autre question qu'on peut se demander, c'est est-ce que vous pensez que cette fermeture un mois, peut-être un mois et demi si les choses restaient compliquées, est-ce que vous pensez que ça va avoir une incidence sur le prix des négociations de fonds pour vos agents et pour les agents qui travaillent dans l'immobilier de manière générale? Alors au niveau effectivement, bon ça François le dira mieux que moi pour les valorisations, puisqu'il a l'habitude de voir les valorisations que les banques font au niveau des bilans. Bien entendu, il y aura des entreprises qui vont, enfin la plupart des restaurants, enfin des affaires vont avoir un mois et demi de manque de chiffre d'affaires dans leur bilan, donc bien entendu, mais ça sera explicable. Enfin, je veux dire, on saura l'expliquer. Donc, on s'appuiera peut-être effectivement plus sur les 2 ou 3 dernières années et on va moyenner un peu tout ça, en sachant très bien qu'il y a eu quand même une perte cette année qui est complètement explicable. Mais voilà quoi. Après, il y aura certainement une petite décote, quoi. Disons qu'il faut que les commerçants tiennent le coup. Hein. C'est quand même compliqué pour les commerçants. C'est vrai qu'ils ont peu de trésorerie, les très petites affaires. Maintenant, ils vont avoir beaucoup d'allègements. Et après, au niveau des ventes de fonds, écoutez, on a eu ce matin encore une demande. Hein. On a eu une demande ce matin pour une mise en location-gérance d'un restaurant sur le port de Toulon. Et donc, on est en train de le traiter. Donc, les gens ne se disent pas c'est fini. Ils savent que c'est un délai. Ça va s'arranger, ça va s'améliorer. Et donc, ils vont pas arrêter. Ils savent très bien que ça va reprendre. Les gens vont retourner au restaurant, vont retourner chez le coiffeur. Donc après, c'est le délai. Il faut que effectivement les banques et le gouvernement aident avec la trésorerie. Mais voilà. Et donc au niveau du prix des fonds, ça sera valorisé quand même sur les chiffres d'affaires qui seront certainement un peu imputés de 1/12e de l'année. Si on a un mois qui manque, hein, c'est sûr. Mais c'est effectivement en fonction de certains secteurs comme le ski où là ils vont vraiment avoir les secteurs de stations, ils vont vraiment avoir des grosses pertes puisqu'ils réalisent leurs chiffres à ce moment-là. Et au niveau de Pâques, par exemple, bien entendu, ils ont, on a dit chez les chocolatiers et les poissonniers, parce que j'ai vu que les poissonniers aussi faisaient une très grosse part de leurs chiffres
enfin, au niveau de Pâques, je veux dire, leurs chiffres, effectivement, ils auront du mal, peut-être, effectivement, ça sera moins linéaire que des restaurants qui quasiment travaillent toute l'année. On n'est encore pas sur la période de mai, juin, où les terrasses vont sortir et tout ça. Donc, si on peut sortir de la crise, enfin, si on peut sortir un peu du confinement total pour la fin avril ou le début mai, je pense qu'il y a beaucoup d'affaires qui, quand même, ne résisteront. Il y a un monsieur qui s'appelle Philippe Faure. Philippe, je ne sais pas si vous nous entendez, qui nous dit, si on parle d'une reprise pour le 4 mai, pas avant. Vous êtes situé où, Philippe, juste pour qu'on sache un petit peu géographiquement? Alors, Philippe est à Reims, hein, Chalon, c'est Reims. Alors non, la reprise du 4 mai, c'est la reprise de l'école. Hein. Je crois que c'est l'école qui est prévue de reprendre le 4 mai, donc ce sera peut-être ça. Bon. Alors, mais effectivement, je pense qu'ils annoncent pour l'instant ils annoncent un confinement jusqu'à mi-avril. L'idée, c'est qu'effectivement, je pense certains commerces vont pouvoir petit à petit réouvrir là où les gens ne sont pas groupés, et peut-être qu'en mai, effectivement, ça rouvrira un peu plus normalement. Enfin, là, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, quand je regarde un peu le chat, bon. C'est vrai que plusieurs personnes qui nous donnent des dates différentes. Et Magali Payot qui nous dit peut-être 6 mois de confinement. Alors, je trouve très, très, très pessimiste quand même, Magali. Non. Espérons que ce soit pas ça. C'est vrai qu'en Chine, ils ont eu 2 mois. Mais bon, on peut tabler. Je pense que moi, je suis assez d'accord avec vous. On peut tabler sur une reprise, à mon avis, qui sera progressive. Alors évidemment, c'est prospectif, hein, personne ne peut savoir exactement, mais je pense que la reprise sera progressive et probablement, effectivement, on peut envisager qu'à partir de la première quinzaine d'avril, il commence à y avoir un peu un desserrement du confinement. Du coup, oui, on peut l'espérer. Puis il y a quand même beaucoup de régions en France qui sont encore pas très touchées. Donc, si on a des moyens de prévention qu'on n'avait pas au départ, par exemple dans le Grand Est ou sur l'Île-de-France, alors que je regardais tout ce qui est Rhône-Alpes, Auvergne, enfin Savoie, tout ça c'est quand même très très peu touché. Donc, s'ils ont accès à des gants et à des dépistages dans ces régions-là, il n'y a pas de raison que, enfin, je veux dire, il n'y a pas énormément de cas, et surtout que ils ont fait nécessaire au niveau médical, je pense. Donc, c'est possible que ça s'arrange quand même plus vite. En tous les cas, un grand merci, Eric, pour vos analyses. Je vais laisser la parole à François. François, donc je répète, qui est associé gérant du cabinet Crédit Pro, qui est donc spécialiste en recherche de financement pour les entreprises et les commerçants. Et donc, vous allez avoir un rôle clé. François, on vous attend tous au moment de la reprise. Savoir un petit peu bonjour à tous. Pardon pour ce début un peu poussif de ma part. Pas de problème. Une petite connexion. Oui. Alors, rapidement, Crédit Pro, c'est une activité de courtage en financement intermédiaire entre des acheteurs et des établissements de crédit, banque, pour trouver des fonds et aider donc ces acquéreurs à s'installer. On existe depuis quelques années, on est 45 franchisés en France. Rapidement, 2-3 chiffres. Alors, c'est pas pour nous vendre, mais c'est pour vous dire qu'on pense avoir une petite... une très bonne perception. Non, mais vous avez une très bonne approche du marché. Alors moi, je suis parisien, mais je parle du réseau et je parle pas du seul marché parisien. Nos clients étant bien souvent aussi vos clients aux uns et aux autres, quasi exclusivement des professionnels et professionnels, marché de proximité, plus commerçants, artisans, donc principalement ce qu'on appelle du B2C. Donc voilà, aujourd'hui, évidemment, on vit la même chose que tout le monde, un net ralentissement d'activité. Difficile parce que, évidemment, personne n'a imaginé qu'une telle situation puisse se présenter un jour, et beaucoup de surprises. Néanmoins, on constate, un peu comme Eric le disait, pas forcément une reprise d'activité, bien évidemment, mais après une première période un peu de stupéfaction, des gens qui commencent alors, je ne vais pas dire qu'ils redeviennent optimistes, mais en tout cas, qui se disent qu'il va y avoir forcément une fin à cette situation, que c'est compliqué, c'est long, mais il va falloir de toute façon faire le dos rond. Alors, les demandes, elles existent. Il y en avait en cours, il y en a des nouvelles qui vont forcément se présenter. Notre principal souci aujourd'hui, c'est de continuer à entretenir des relations avec les prescripteurs, mais aussi avec nos amis banquiers pour savoir quelles sont les prévisions pour eux
dans leur activité sur les prochaines semaines. La priorité sur les 2 dernières semaines a été donnée à leurs propres clients et ont mis de côté, et les banques ont mis de côté toutes les demandes de financement, ou enfin une partie des demandes de financement qui avaient été sollicitées pour d'abord essayer de donner un coup de main à leurs clients, mettre en place ce que certains évoquent, les reports d'échéance, alors ou automatiquement ou au cas par cas suivant les établissements, parce que ça n'a pas été fait de façon systématique partout. Et aussi dans l'aide à la mise en place du prêt garanti aux entreprises via BPI. Ça demande un travail quand même assez important aux banquiers, parce qu'en fait, c'est le banquier qui doit initier cette demande, et cette demande va être ensuite présentée à BPI uniquement si la banque a donné un avis favorable. Donc, il faut d'abord que le dossier soit vu par la banque. Donc, d'où, on va dire l'absence des banquiers sur les dernières semaines, les 2 dernières semaines, mais en tout cas la priorité donnée à cette partie d'activité pour pouvoir aider leurs clients. On leur parle donc régulièrement. On ne sait pas trop quand cette période de confinement ou de fermeture va se terminer. Bon, aujourd'hui, c'est le 15 avril. On peut imaginer qu'il y ait peut-être une nouvelle prorogation de cette période de confinement, mais c'est vrai qu'on a tous envie de se dire que début mai, à l'arrivée des beaux jours, les choses vont changer et on va avoir de bonnes nouvelles. Donc, les banques sont bien conscientes que cette période va aussi se terminer. Il n'y a pas de directive de donner aux uns ou aux autres de ne plus traiter de nouvelles demandes. Voilà, il voulait juste prioriser l'activité et on va forcément avoir à un moment ou à un autre une reprise d'activité. Alors elle va se faire forcément doucement, mais il y a quand même un élément important aux yeux des banquiers, c'est les demandes qui vont être initiées, c'est aussi d'avoir une certitude quant à une possibilité de réouverture. Parce qu'aujourd'hui, ça n'a pas de sens de donner des accords, de signer des achats, si derrière les acteurs, enfin les acheteurs, on va dire les commerces, qui peuvent réouvrir, comment vont-ils pouvoir assumer ces remboursements, enfin les remboursements de ces crédits. Donc voilà, il n'y a clairement pas de directive. Par contre, ils vont sans doute être peut-être un peu plus regardants. Eric parlait de baisse d'activité, de baisse de chiffre d'affaires, ça c'est une certitude. Donc fatalement, dans la valorisation des fonds, il y a un risque que le banquier ait aussi une volonté de voir les prix peut-être légèrement revus à la baisse. Mais encore une fois, ce ne sont que des suppositions. Après, dans notre malheur, entre guillemets, c'est pas forcément la plus grande période ou la plus grosse période d'activité pour une grande partie oui, souvent, du commerce, en dehors de, oui, on va dire des chocolatiers, quelques pâtissiers, quelques poissonniers qui subissent des baisses d'activité importantes. Bon, il ne faudrait pas que ça dure, c'est sûr, mais l'année, pour autant, n'est pas perdue. Elle sera sans doute pas très bonne, mais voilà, il ne faut pas qu'on perde espoir, il ne faut surtout pas qu'on baisse les bras. La consommation, surconsommation, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Le rattrapage, on fait le rattrapage. Les premiers jours après la réouverture vont sans doute être des périodes un peu d'euphorie. Alors, est-ce que ça va durer? Comment ça va s'organiser? Je ne sais pas, mais alors, merci pour votre analyse et merci aussi, encore une fois, de rester optimiste, on en a besoin. Il y a dans le chat Monsieur Laurent Thierry qui fait une réflexion sur les taux, qui dit les taux vont remonter. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, il n'y a pas on n'évoque pas ces sujets-là. Non, la BCE a beaucoup descendu. J'ai aucune idée de ce qui va pouvoir se passer. A priori,
les États, l'Europe, les États-Unis vont injecter des sommes conséquentes dans l'économie. Est-ce que ça va avoir un effet inflationniste? J'en sais rien. Aujourd'hui. Certainement, mais je crois que la BCE, pas la BCE, la Fed a descendu son taux directeur à 0, il me semble, il y a 15 jours. Mais après, est-ce que il y a deux visions différentes. Injecter autant d'argent dans l'économie, est-ce que ça va créer de l'inflation? Et d'autre côté, on essaye de juguler ou de maîtriser les taux pour éviter que les bourses mondiales s'écroulent. Donc, bon, après, c'est un peu loin de notre activité de terrain. Oui, c'est ça, oui. Mais c'est vrai que ça régule quand même aussi beaucoup de nos activités respectives. Mais bon, on n'a pas de. Je pensais qu'on n'a pas encore de visibilité, quoi. Okay. Encore, mais on n'entend pas parler de. Enfin, quand on a discuté ces derniers jours, vous me disiez quand même que d'après les retours que vous aviez des banques, ils n'étaient pas, ils étaient prêts à reprêter après cette crise. Enfin, c'est ce que quand même ils expliquaient, quoi, qu'il y avait. Non, mais il y en a beaucoup qui effectivement sont dans les starting blocks, qui nous disent non, ne nous oubliez pas. Par contre, aujourd'hui, les dossiers, gardez-les plutôt sur votre bureau que sur les nôtres, parce que on est un peu submergé par des demandes en interne. Encore une fois, pour essayer déjà de sauver entre guillemets nos clients, avant d'aller essayer de conquérir de nouveaux clients. Mais demain, notre activité va reprendre. Le restaurateur, il faut qu'il fasse des cafés, qu'il reçoive des clients et qu'il fasse des repas. Le banquier, il va falloir aussi qu'il fasse du financement. Les conditions sont peut-être un petit peu plus compliquées pour certains, mais il n'est pas question que la banque arrête cette activité de financement. Alors moi, j'ai une autre question aux financiers que vous êtes, si vous me le permettez. Qu'est-ce que vous pensez du système justement de ces prêts BPI qui ont été posés avec ces garanties de l'État? Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui va être pertinente justement pour les petites entreprises? Alors, si on fait le compte de l'ensemble des solutions qui sont offertes aujourd'hui aux entreprises, aux entrepreneurs, les reports de charges, la prise en charge pour ceux qui le peuvent d'une partie de leur personnel via des dispositifs de chômage partiel, le report d'échéance de prêt. Bon, logiquement, une partie importante de nos clients devrait passer cette période, alors je ne vais pas dire facilement, mais en tout cas sans trop de casse. Les choses devraient plutôt correctement se passer. BPI apporte sa contribution, enfin l'État apporte sa contribution aussi au travers de BPI. Après, 300 milliards, c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas beaucoup au regard de l'ensemble des entreprises et du total des besoins. Après, BPI, enfin le prêt garanti par l'État BPI, est là pour aider les gens qui ont du mal à passer cette situation, cette période. Et cette offre, elle n'est pas là pour solutionner des problèmes de trésorerie que certaines entreprises pouvaient avoir déjà l'année dernière ou depuis quelque temps déjà. Ceux qui demanderont cette aide BPI ou qui la demandent aujourd'hui, cette aide BPI pour venir financer des travaux qui ont été faits sur fonds propres, refaire de la trésorerie alors que l'absence de trésorerie était déjà réelle sur les bilans 2019. Apparemment, BPI n'est pas là pour venir se substituer aux actionnaires et aux entrepreneurs qui avaient déjà ces problèmes-là. Après, la mise en place du prêt BPI, elle est pas très compliquée. Elle est juste un peu plus compliquée qu'elle n'est expliquée aujourd'hui, mais c'est quelque chose de relativement simple et ça doit répondre à des critères bien clairs liés justement à ce problème de crise sanitaire que nous vivons tous, quoi. Très bien. OK. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'au-delà de toutes ces considérations financières, il y a aussi le critère humain. Il y a quelqu'un qui s'appelle Manuel Dolores sur le chat, je vois qu'il faisait une réflexion sur le fait qu'il va y avoir aussi une
une lenteur vraisemblablement du traitement des dossiers du fait du confinement, que les gens sont chez eux et que ça va prendre peut-être du retard. Enfin, on sent quand même là la remarque de l'agent immobilier qui s'impatiente toujours du fait que les banques sont un peu trop lentes pour le dossier. Mais d'accord, elles sont toujours, quand on a des dossiers, quand on a des projets en cours, on a envie que ça se réalise immédiatement. On n'a pas le temps d'attendre. Non, mais monsieur Dovio donne des accords de prêt en 6 jours, alors bon, allez chez lui. Voilà, c'est comme ça qu'il fallait tout de suite présenter Crédit Pro. Non, mais une exception ne devient pas une généralité, Eric. On en parle régulièrement. Non, c'est pas vrai. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Je vais enchaîner, si vous me le permettez. Donc, comme je l'ai dit en introduction, donc moi je suis associé donc du cabinet DGS Avocats. Je dirige le pôle immobilier d'affaires. Donc c'est tout ce qui est baux commerciaux, cession de fonds de commerce, rachat d'entreprises à la barre du tribunal également. On en fait beaucoup. D'ailleurs, on avait une interrogation, enfin, l'analyse du marché, c'était de se dire qu'il allait vraisemblablement se scinder en deux avec de plus en plus d'opérations de rachat d'entreprises en difficulté. Enfin, voilà, ça paraît assez clair. Alors, s'agissant des dispositifs qui ont été mis en place jusqu'à maintenant, donc François on a parlé de beaucoup d'entre eux, je ne vais pas revenir dessus. Il y a la question des reports d'échéances sociales, URSSAF et des impôts. Il y a le fameux fonds de solidarité qui a été mis en place pour les TPE. Donc, il y a les prêts BPI dont on parlait. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire un petit point. C'est le civiliste qui va s'exprimer sur les questions qui ont été, les systèmes qui ont été mis en place jusqu'à maintenant pour le loyer. Et rapidement aussi revenir sur deux principes juridiques dont on parle beaucoup aujourd'hui, nous les avocats, à l'occasion des articles qui sont publiés, la force majeure et l'imprévision. Voilà. Alors, c'est parce que ces trois, si vous voulez, le dispositif d'aide s'agissant des loyers, la force majeure et l'imprévision sont les trois fondements juridiques qui vont être invoqués massivement, je pense, au moment de la reprise, du moins quand les tribunaux vont réouvrir, pour tenter de pallier aux difficultés d'avoir à payer un loyer alors même que les établissements sont fermés. Alors, d'abord sur les dispositifs particuliers qui ont été mis en place dans le cadre de la loi sur l'état d'urgence sanitaire, ça a été progressif, comme vous le savez. On a dans un premier temps eu la loi du 23 mars, puis les ordonnances du 25 mars, et puis hier un décret qui est venu un petit peu préciser comment ça allait se passer au niveau du loyer. Alors, aujourd'hui, quelles sont les entreprises qui sont éligibles au dispositif d'aide qui a été mis en place par le gouvernement s'agissant du loyer? C'est la première question. Qui va pouvoir bénéficier de ces aides? Alors, depuis le décret du 30 mars, donc c'est tout récent, hein, ça fait 2 jours, on en sait un petit peu plus. Les entreprises qui vont pouvoir bénéficier, être éligibles au dispositif d'aide s'agissant du loyer, ce sont les entreprises qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1 million d'euros, un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros et qui ont un effectif inférieur ou égal à 10 salariés. Donc, je pense que ça va concerner beaucoup de commerçants, beaucoup de vos clients et prospects. Alors, il y a ensuite une autre condition, il faut qu'elles aient subi une interdiction d'accueil du public pour des raisons sanitaires. Donc là encore, je pense que ça va concerner bien évidemment les restaurants, mais pas que, tous les commerces qui sont considérés comme non essentiels. Ou bien, c'est l'autre critère, et ça qui va concerner par exemple les indépendants, qui peut vous concerner vous en tant qu'agent, par exemple à titre personnel, hein, c'est ceux qui ont perdu 50% de chiffre d'affaires au mois de mars 2020 par rapport au mois de mars 2019. Alors il y a des petites nuances, évidemment, notamment pour les entreprises qui auraient été créées après le mois de mars 2019, qui donc par définition ne peuvent pas comparer avec ce mois-là. Dans ces cas-là, ce que prévoit l'État, c'est de regarder la moyenne du chiffre d'affaires mensuel qui aura été réalisé entre la date de création de l'entreprise et février 2020. D'accord ? Et auquel cas, si en mars 2020, on constate justement une baisse de 50% du chiffre d'affaires par rapport à ce chiffre d'affaires moyen, à ce moment-là, on est éligible au dispositif si on remplit également les autres critères que j'ai vu précédemment, hein, un CA inférieur à 1 million d'euros, 60 000 euros de bénéfices imposables et inférieur à 10 salariés. Voilà. Et dernier petit point, dernière petite nuance qui a été posée pour cette question d'éligibilité au dispositif d'aide, ça concerne surtout pour le coup les indépendants, hein, personnes physiques, ce sont ceux qui auraient été en arrêt maladie ou en congé maternité ou paternité en mars 2019
eux également, c'est difficile de prendre ce mois en considération pour regarder s'ils sont éligibles ou pas au dispositif. Et donc, dans ces cas-là, c'est comme pour les entreprises qui ont été créées après le mois de mars 2019, on appliquera la moyenne du chiffre d'affaires mensuel qu'ils ont réalisé et on regardera s'il y a donc une perte de plus de 50% par rapport à ce qu'ils réalisent aujourd'hui au mars 2020. Et donc, alors, juste une question, Baptiste. Il y a beaucoup de questions sur le chat, en fait, qui demandent, en fait, ils disent que ça va assez vite et que c'est compliqué de prendre des notes. Alors, en fait, est-ce que toutes ces informations seront sur un site? Après, bon, je sais que la visio sera remise sur LinkedIn, je crois, vous allez mettre ça. Mais est-ce qu'il y aura des articles qui… Oui, d'abord, je vais essayer de parler un petit peu plus lentement pour commencer. Deuxième chose, sur la question des loyers que j'aborde particulièrement aujourd'hui, on a rédigé au cabinet un article qui a été publié il y a une petite semaine que je diffuserai auprès des participants. J'ai les adresses mail, donc je le diffuserai et tous ces critères sont… Voilà, je l'enverrai, oui. C'était surtout pour le délai, parce que je crois que sur la publication que vous aviez faite, ça se rapprochait assez des particuliers, et je crois que, en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que les loyers qui ne sont pas payés pour le mois, par exemple, de mars ou avril, c'est le délai. En fait, je crois que j'ai vu, alors je sais pas, je peux peut-être me tromper, hein, mais je crois que j'ai vu 3 ou 4 ans pour régler ces loyers. C'est pas exactement, c'est pas ça. Alors, la première chose, c'est on a regardé quelles étaient les personnes éligibles au dispositif. Ensuite, on va s'interroger sur le mécanisme. Qu'est-ce qui est mis en œuvre s'agissant de l'aide relative au loyer. Alors là, on va pas se cacher, on a eu une petite déception. Enfin, moi, pour ma part, j'ai eu une petite déception quand j'ai vu les ordonnances qui ont été rendues par le gouvernement. Les annonces qui nous avaient été faites laissaient entendre qu'on aurait des reports de loyer. C'est pas exactement ça qui a été décidé dans les ordonnances du 25 mars. En fait, ce qu'on nous dit, s'agissant des loyers, c'est qu'il n'y aura pas de sanctions prises en termes d'intérêt moratoire ou de possibilité de solliciter l'acquisition de la clause résolutoire s'agissant du bailleur en cas d'impayé de loyer qui porte, pour les loyers qui portent sur la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à 2 mois après la fin de l'état d'urgence. Donc, a priori, la fin de l'état d'urgence, c'est censé être le 23 mai, puisque c'est 2 mois à compter de la loi du 23 mars, et donc ça nous amènerait au 23 juillet. Donc si vous voulez, pour faire simple, on a une période de temps, dans l'échelle du temps, qui va aller du 12 mars au 23 juillet, a priori aujourd'hui. Alors elle pourrait être étendue si l'état d'urgence était étendu, mais a priori c'est cette période 12 mars, 23 juillet. Et donc sur cette période de temps, ce que nous dit le législateur dans l'ordonnance relative au loyer, c'est que le bailleur ne pourra pas solliciter l'acquisition de la clause résolutoire, ne pourra pas, de manière générale, faire jouer de sanctions, notamment solliciter des intérêts de retard, des intérêts moratoires, pour les loyers qui auraient été impayés pendant cette période. Alors, en revanche, ce que nous, on a trouvé assez décevant, c'est de n'avoir pas étendu les périodes, les délais de règlement qui sont offerts, justement. Alors, je pense que c'est lié au fait que c'était difficile pour le législateur de systématiser une situation, parce qu'on voit qu'il y a des situations très variables d'un commerce à l'autre. On a d'un côté des commerces qui effectivement se retrouvent en fermeture totale, mais ce n'est pas le cas de tous les commerces. Des pharmacies, par exemple, qui sont ouvertes, d'autres commerces ponctuellement qui sont ouverts et qui vont ouvrir peut-être à des périodes différentes. Et puis, on a à côté, par exemple, le secteur de la distribution de l'alimentaire qui, lui, reste ouvert. Donc, il y avait une difficulté, c'est vrai, à poser une règle globale de report du loyer parce que ça n'aurait pas été justifié et il n'aurait pas été justifié d'imposer à tous les bailleurs d'avoir des locataires qui ont le droit de reporter ces paiements de loyer. Ceci étant, moi je considère que ça va pas assez loin et que c'est un petit peu décevant. J'avais écrit avant que les ordonnances soient rendues, j'avais publié un article où je m'interrogeais justement sur quelles pouvaient être les mesures prises par le législateur et je considérais qu'on aurait pu notamment étendre le délai qui est prévu actuellement par le Code civil pour les délais pour étaler une dette impayée. Il y avait un article dans le Code civil actuellement, c'est l'article 1244.1, qui prévoit que le juge peut donner jusqu'à un délai de 2 ans au débiteur pour apurer une dette. D'accord ? Et ça, c'est un article général. Donc, c'est un article qui est invoqué, par exemple, par les locataires. Quand vous avez du contentieux entre des locataires et des bailleurs pour de l'impayé, les bailleurs connaissent bien cet article parce que souvent, ils le subissent à l'occasion de ces contentieux. Le locataire va pouvoir demander un délai au juge pour payer son arriéré locatif. Il peut aller jusqu'à 2 ans. Bon. Il se trouve qu'en matière de baux d'habitation,
depuis 2014, la loi ALUR a étendu ce délai pour les baux d'habitation. Et aujourd'hui, quand vous avez un locataire qui est titulaire d'un bail d'habitation loi de 89, ce locataire, en cas d'impayé, peut solliciter un délai allant jusqu'à 3 ans. Et donc, ce que j'avais écrit dans cet article avant que les ordonnances ne soient rendues, quand on faisait un petit peu ce travail prospectif, d'essayer d'imaginer quelles étaient les solutions que pouvait mettre le législateur en place, on s'était dit, on pourrait faire une analogie entre ce qui était prévu par la loi ALUR pour les baux d'habitation et les baux commerciaux, en prévoyant qu'on aurait pu avoir donc jusqu'à 3 ans pour aller apurer la dette locative. C'est pas ce qui a été choisi par le gouvernement. Le gouvernement, en fait, ne donne pas plus de délai pour apurer une dette. Il nous dit simplement, sur cette partie, sur cette période de mars au 23 juillet, on ne pourra pas appliquer de sanctions type délai moratoire, on ne pourra pas solliciter l'acquisition de la clause résolutoire si ce sont des loyers impayés sur cette période-là. Ceci étant, c'est pour ça qu'à mon avis, ça ne va pas assez loin. Donc, on n'a pas de suspension de paiement et le bailleur pourrait tout à fait, par exemple, faire des saisies conservatoires au titre de ses loyers impayés. Donc, je pense que le législateur a pu aller un petit peu plus loin là-dessus, même s'il faut lui rendre justice, encore une fois, la disparité des situations rend difficile peut-être d'aller au-delà. Et d'autre part, on le voit aujourd'hui au niveau du CNTC, c'est qu'il y a beaucoup de discussions et de négociations qui sont entreprises entre les bailleurs et les locataires pour essayer de trouver une solution intermédiaire. Parce qu'il faut bien voir que dans cette situation, ça ne va pas être le pot de fer contre le pot de terre. Les bailleurs ont aussi des intérêts propres. Ils ont eux-mêmes des crédits à rembourser. Et donc, toute la difficulté du dispositif qui est mis en place actuellement et qui est progressif, je veux dire, à Bercy, ils travaillent nuit et jour actuellement pour essayer de mettre en œuvre au fur et à mesure des solutions, c'est de trouver une ligne d'équilibre pour, d'un côté, permettre aux locataires de s'en sortir, qui sont frappés durement parce que la plupart de leurs fonds sont fermés aujourd'hui, mais également ne pas pénaliser trop les bailleurs parce que ce serait pénalisé aussi derrière l'investissement immobilier de manière générale. Et vous, agent immobilier, vous êtes un peu, j'allais dire, au carrefour des deux activités puisque vous faites de la vente de fonds commerciaux. Donc là, c'est les exploitants, mais vous faites aussi de la vente de murs commerciaux. Et donc, vous voyez bien que on ne peut pas prendre de décisions sur le plan économique qui pénalisent trop les bailleurs qui sont, eux, les investisseurs des murs et qui ont également des obligations vis-à-vis de leurs banquiers. Voilà. Donc, il y a des discussions, je vous dis, très intéressantes côté bailleurs qui sont menées actuellement. Voilà, nous on s'est rapprochés, on a été voir un petit peu du côté de la compagnie de Salzbourg, Philippe Journeau, qui lui nous dit, moi j'ai décidé tout simplement de demander à mes locataires de ne pas payer, purement et simplement. Et donc là, vous voyez, c'est une mesure qui est totalement bénéfique pour ces locataires. Ça, la compagnie Salzbourg, c'est assez particulier. Je pense qu'ils ont suffisamment d'actifs pour pouvoir et de trésorerie aujourd'hui pour se permettre de faire ça. Grosso modo, je discutais justement avec Philippe Journeau rapidement hier au téléphone, on a parlé 2-3 minutes de ce point-là pour l'interroger sur ça. Il me disait, finalement, moi, je fais ce que je veux avec mon argent. Si j'ai envie d'aider mes locataires, voilà, c'est mon problème. Il me disait ça parce qu'il était un petit peu en colère parce que c'était pas la position nationale du côté du CNCC, sur sur les loyers commerciaux, ils ont plutôt adopté une politique de report, mais pas une politique de suspension pure et simple des loyers du mois de mars. Voilà. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est que on va rentrer dans une période où, à mon avis, il va falloir favoriser absolument les issues négociées, puisque les fondements législatifs ne vont pas nous permettre, sur un plan judiciaire, d'obtenir des reports, du moins au-delà de 2 ans. Voilà ce que Juste une seconde la parole, Baptiste. Je disais là dans le chat, quand les propriétaires, les bailleurs sont très riches, ce qui n'est pas le cas des proprios moyens, je redis Laurent rapidement, cette disposition, elle est effectivement importante pour essayer d'aider une partie des entreprises. Ça ne va pas forcément nous simplifier la tâche parce que dans nos clients, aussi bien les vôtres que ceux d'Eric ou les nôtres, sont aussi des gens qui font des investissements immobiliers et qui sont aujourd'hui des bailleurs. Et le risque, c'est que ces financements soient peut-être de temps en temps plus difficiles à obtenir
parce que des dispositions protègent aujourd'hui les locataires, mais ça refait jurisprudence. En attendant, s'il y a des échéances de prêt côté propriétaire, qu'est-ce qui va se passer et comment ça va s'organiser? Mais c'est pour ça que je vous dis que je pense que le législateur n'a pas voulu aller trop loin et que ce qui est prévu simplement actuellement, c'est de dire il n'y a pas de sanction applicable en cas de non-paiement de loyer sur la période 12 mars-23 juillet, d'accord. Notamment, on ne peut pas invoquer d'intérêt moratoire, on ne pourra pas faire jouer la clause résolutoire, on ne pourra pas, pardonnez-moi l'expression, mais donner congé, voilà, justement, à son locataire en arguant d'impayé sur cette période-là. En revanche, les propriétaires vont pouvoir faire des actions en paiement pour demander le paiement du principal de ces loyers-là, puisqu'il n'y a pas d'exonération de paiement du loyer en tant que tel, d'accord, et il n'y a pas d'étalement supérieur à 2 ans. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, c'est vrai que c'est là-dessus, je pense, que se joue l'équilibre, que le gouvernement tente de placer le curseur en termes d'équilibre, en disant, finalement, on ne pourra pas reprocher, on ne pourra pas demander au locataire de partir parce qu'il n'a pas pu payer les loyers de cette période-là. Pour autant, moi, bailleur, je conserve quand même le droit d'être payé et je pourrais faire une action en paiement. Alors, il y aura la question de la solvabilité, notamment aujourd'hui, comme je vous dis, on pourrait faire par exemple une saisie conservatoire sur des loyers concernant cette période. Le législateur ne l'empêche pas. Ceci étant, voilà, si vous êtes dans une période difficile en termes de trésorerie, ça ne servira à rien parce que par définition, il n'y a pas d'argent sur les comptes. Mais donc, cet équilibre, je pense que l'idée du législateur derrière, c'est de dire, puisque si on parie sur une reprise de l'activité, il y a un moment ou un autre où il faudra que le commerçant paye, alors peut-être en plusieurs fois en échelonnant, mais quand même, c'est les loyers de cette période-là. C'est l'idée pour ne pas pénaliser trop les propriétaires de l'autre côté. Voilà. Mais comme je vous dis, après, faut espérer que les négociations aillent du côté, pourquoi pas, d'un report au-delà de 2 ans ou d'autres arrangements qui pourraient être trouvés entre le locataire et le bailleur. Oui, ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'au niveau des baux commerciaux, il y a quand même des dépôts de garantie qui sont quand même pas du tout les mêmes que dans le résidentiel où vous n'avez qu'un mois. On a quand même des dépôts de garantie qui sont souvent de 3 à 6 mois. Donc, dans l'absolu, le bailleur a entre ses mains quand même plus de 3 mois de loyer habituellement, de 3 mois, 6 mois, même des cautions bancaires pour autre chose. Mais en tout cas, on quand même la majeure partie des cas, plus de 3 mois de dépôt de garantie entre leurs mains. Et il y a une foncière, il faudra le souligner, mais il y a une foncière, une grosse foncière parisienne qui a annoncé sur LinkedIn qu'elle faisait cadeau des loyers pour tous ces commerçants occupant voilà. Oui, bien sûr, c'est l'initiative de la compagnie de Falsbourg et je pense que c'est des initiatives qu'on peut saluer à partir du moment où ce sont des grosses foncières. Comme le disait Laurent Thierry, faisait cette réflexion sur le chat, je voyais, effectivement, il est clair que seuls peuvent se le permettre les foncières qui ont les reins financiers suffisants et il faut saluer ce geste, ça fait partie de l'effort de solidarité nationale. C'est une très bonne chose. Oui, c'est quand même beau. Voilà. Côté financement, côté banque, on va revenir sur des standards qui étaient historiques où quand il y aura du financement à faire sur des investisseurs futurs bailleurs, dans les plans de financement, il faudra absolument, j'anticipe, mais on reviendra sur ces principes, prévoir plusieurs mois de vacances pour équilibrer les plans de financement. Mais déjà, ils prennent que 70%. En général, les banques ne prennent que 70% du loyer annuel pour prêter, quoi. On sentait déjà sur l'immobilier privé que il fallait, que les banques devaient de plus en plus revenir aux standards et appliquer les bons ratios d'endettement, limiter les durées. Aujourd'hui, ça va aussi s'appliquer finalement. C'est quelque chose qui va venir suite à cette période un peu compliquée. Je disais tout à l'heure qu'ils n'avaient pas de directive. Aujourd'hui, en tout cas, on leur avait pas spécialement donné de directive. Mais il y a sans doute quand même des choses qui vont, des curseurs qui vont évoluer et qui ne seront pas forcément toujours à notre avantage quand on va chercher des fonds pour financer un projet. Mais voilà, ça va aussi faire partie des réflexions qui vont être menées par les banques et peut-être par l'État qui va légiférer ou pas et imposer de nouvelles règles un peu prudentielles parce que voilà, les bailleurs quand ils sont endettés, ils ont aussi de leur côté des charges. Alors certaines foncières, certains institutionnels n'ont pas trop de soucis de trésorerie
mais quand ce sont des particuliers bailleurs, la situation est sans doute beaucoup plus difficile à vivre. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Mais ils ont quand même des dépôts de garantie quand même Oui, importants. oui, mais enfin bon. Non, mais ils sont pas censés. Au départ, c'est une garantie. Donc, ils ont quand même 3 mois. Si la cette-ci, on pourrait considérer que les 3 mois, ils devraient quasiment pas les avoir, parce qu'ils ont de l'argent qui ne leur appartient pas. Si ça détend en 3 mois, ils ont ces 3 mois. Ça, c'est sur le papier. Dans la réalité, le dépôt de garantie, il a été versé. Le lendemain, il est déjà consommé. Hein. Enfin bon. Oui, non, mais ça c'est de l'imprudence, c'est pas le sujet, mais je veux dire, non, mais dans l'absolu, non, mais si on veut réagir comme ça, on pourrait très bien dire que pendant ces 3 mois-là, ils peuvent se servir du dépôt de garantie qui devrait normalement être conservé. Après, effectivement, ils s'en servent et ils l'utilisent, mais on pourrait considérer ça par rapport à un locataire qui n'a qu'un mois, et là, on pourrait dépasser 1 mois, 2 mois, 3 mois, alors qu'il n'y a qu'un mois de caution, alors que on voit quand même assez fréquemment 3 mois, et sur les belles affaires, 3 mois à 6 mois de dépôt de garantie. Donc, on pourrait très bien dire, effectivement, pendant ces 2 mois, on vous paye pas, mais vous avez quand même 3 mois de dépôt de garantie entre vos mains, c'est 3 mois de loyer que vous avez. Mais bon, après, on est d'accord qu'ils l'ont souvent utilisé, mais ça, c'est... Voilà. Bien, et du coup, pour finir, je vais être très bref sur ces sujets. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été écrites et j'ai moi-même fait des articles là-dessus sur lesquels je vous renverrai dans les détails. Mais il y a 2 mécanismes auxquels les juristes ont immédiatement pensé au tout début de la crise, qui pourraient être invoqués notamment par les locataires face au défaut de paiement de loyer. Et de manière générale, 2 mécanismes qui vont être invoqués très régulièrement en matière de contrats commerciaux. C'est le mécanisme de l'imprévision, l'article 195 du Code civil, et le mécanisme de la force majeure. Bon, pour faire simple, mais vraiment, je synthétise, l'idée de l'imprévision, l'idée c'est quand on a une circonstance justement imprévisible, telle qu'une crise épidémique, on va pouvoir, ce que prévoit le Code civil, demander à son co-contractant, si on se retrouve dans une situation qui fait que le contrat devient excessivement onéreux, de renégocier les termes du contrat. Et l'article va un petit peu plus loin puisqu'il nous dit, si jamais les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors il est possible pour la partie qui est victime de cette situation d'imprévisibilité économique de saisir le juge pour lui demander de modifier les termes du contrat, voire d'y mettre fin. Alors ça, c'est un article qui est assez récent dans notre Code civil, il date de 2016. Ça faisait presque une centaine d'années que la doctrine et les professeurs de droit devisaient sur la question de l'imprévision, parce que c'est un principe, si vous voulez, qui existe de très longue date en droit administratif. Quand vous faites des contrats avec l'État, l'État a le droit de modifier unilatéralement ses contrats s'il y a un changement de circonstances économiques, parce que l'État, c'est l'intérêt général. Voilà. En droit privé, le législateur était beaucoup plus réticent à admettre cette théorie de l'imprévision, parce qu'on considérait que il y va de la pérennité de notre activité économique. Le contrat, c'est la loi des parties, et donc si on permet aux parties de le changer, de le modifier au gré des circonstances économiques, il y a une dose très forte d'instabilité qui serait dangereuse sur le plan de l'activité économique. Mais en 2016, le législateur a quand même admis et faire entrer cet article dans le Code civil qu'on a peu utilisé jusqu'à maintenant, et à mon avis, il va y avoir beaucoup de jurisprudence rendue sur ce fondement après la crise. Alors, quelle est la limite, à mon avis, de cette disposition? La grande limite, c'est que, certes, vous avez un levier de pression sur votre bailleur pour pouvoir tenter une négociation, puisque le Code nous dit je peux demander une négociation, mais il n'y a rien qui oblige en soi le bailleur à négocier, d'accord? Ou du moins à être d'accord avec vous et à vous arranger dans le cadre de cette négociation. Et alors, du coup, le garde-fou qui a été mis, vous ne pouvez pas modifier unilatéralement le contrat, ce serait trop facile. Par contre, le Code civil nous dit, dans ce cas, il faut saisir le juge. Alors, c'est vrai que ça peut être un moyen de pression sur votre co-contractant, en l'occurrence là sur le bailleur, de lui dire, écoute, si on n'est pas d'accord, si on ne trouve pas un accord aujourd'hui, c'est une tierce partie, c'est le magistrat qui va devoir modifier le contrat, et on ne sait pas comment est-ce que lui va juger. Donc, ça va rendre encore plus imprévisible l'issue de notre discussion. Donc, autant se mettre d'accord entre nous. C'est un petit peu la théorie, un mauvais accord vaut mieux qu'un non-procès. Mais bon, je pense que la limite du système, c'est que les tribunaux sont actuellement fermés et quand ils vont réouvrir, on va connaître une immense pagaille judiciaire. Il faut bien voir une chose. D'abord, cette fermeture, elle a été complètement soudaine.
c'est-à-dire qu'il y avait des audiences. Moi, je sais que je devais plaider un dossier, par exemple, le lundi, juste au lendemain de la fermeture des tribunaux. On savait absolument pas ce qu'il en était des reports d'audience. On le sait toujours pas d'ailleurs. Les greffes commencent à nous écrire tout doucement parce qu'il y a une très légère reprise de l'activité en catimini des greffes, mais il n'y a pas d'audience à part en matière pénale. Mais ça veut dire, si vous voulez, qu'au moment de la reprise, on va avoir un réenrôlement, un réaudiencement de toutes les affaires qui ont été lancées qui ont été laissées en suspens du jour au lendemain, plus un contentieux massif qui va naître de cette crise. Parce qu'effectivement, il va y avoir des discussions qui vont être posées entre les opérateurs économiques sur les suivis des contrats, sur le fait de savoir si je pouvais rompre ou pas un contrat pendant cette période de crise, etc. etc. Et à cela s'ajoute, j'en sais quelque chose en tant qu'avocat, la grève qu'on mène avec mes confrères, et alors évidemment elle a été arrêtée, mais qui a été menée jusqu'au tout début de la fermeture des tribunaux, qui a déjà énormément organisé les tribunaux. Donc, si vous voulez, tout ça pour dire qu'on va avoir une activité judiciaire extrêmement lente, vraiment au ralenti, à mon avis, pendant des mois et des mois, voire des années, peut-être qu'il faudra 2-3 ans pour retrouver un rythme normal au niveau des tribunaux. Et donc, aujourd'hui, le fait de dire, finalement, s'il y a une imprévision, la solution, c'est d'aller saisir le juge, je ne suis pas sûr que ce soit une vraie solution, puisque saisir un juge, oui, mais dans quel délai? Même un référé aujourd'hui au tribunal judiciaire de Paris sur des impayés en matière de loyer, c'est 4-5 mois d'attente. Vous voyez, donc les solutions rapides de la justice ne sont pas rapides en l'occurrence. Voilà. Même problème qui va se poser pour la question de la force majeure. Aujourd'hui, vous avez donc effectivement des dispositions du Code civil. Vous pouvez avoir aussi une définition de la force majeure dans votre contrat qui vous dit je peux suspendre temporairement l'exécution de mon obligation, donc par exemple le paiement du loyer, si je fais face à un événement imprévisible, tel qu'une épidémie éventuellement, voire je peux demander la résiliation de mon contrat pour les mêmes causes. Mais encore une fois, si vous décidez unilatéralement, vous locataire, d'invoquer la force majeure, moi j'ai toute la journée des locataires qui m'appellent pour me dire « Maître, est-ce que je peux invoquer ça ?» Je dis, on peut, oui, vous pouvez l'invoquer compte tenu des circonstances, mais si le bailleur fait un recours parce qu'il estime que les éléments n'étaient pas réunis, alors il y a plusieurs manières, il peut contester le fait que l'épidémie soit un cas de force majeure. C'est vrai que dans la jurisprudence, jusqu'à maintenant, toutes les épidémies qu'on a pu connaître, que ce soit la dengue ou l'Ebola, les tribunaux ont considéré que ça n'était pas constitutif de force majeure. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun doute sur le fait que cette épidémie constituera en soi un cas de force majeure et toutes les mesures administratives qui ont été prises, les décisions administratives qui ont été prises depuis le début de l'épidémie, notamment la fermeture, les fermetures qui ne pouvaient pas être prévues. Ceci étant, les juges regarderont au cas particulier si oui ou non ça justifiait de ne pas exécuter votre obligation. Et là, on voit bien que ça va être du cas particulier. C'est clair et net qu'un locataire qui a beaucoup de trésorerie ne sera pas traité de la même manière par les juridictions qu'un locataire qui est au bord de la cessation des paiements. Ce ne sera pas apprécié de la même manière. Vous avez beaucoup de trésors, vous invoquez la force majeure pour dire je ne paye pas mon loyer en cette période de crise. A priori, les juges ne laisseront pas passer ce type de raisonnement. Donc, on verra que ce sera du cas par cas. Et comme ce sera du cas par cas, ça veut dire qu'il faudra passer devant un magistrat, à supposer que les parties ne se mettent pas d'accord. Et encore une fois, on fera face aux lenteurs du système judiciaire qui sont à prévoir au moment de la reprise. Ça va dépendre aussi du montant des loyers et puis effectivement des accords entre le bailleur. Moi, je sais que il y a des locataires qui ont appelé le bailleur a dit écoutez, vous ferez comme vous pourrez, on vous rééchelonnerait sur 2 mois. Payez-moi juste la traite parce que la moitié parce que ça correspond à ma traite de banque ou choses comme ça, puis voir quel accord la banque, est-ce que la banque du commerçant va peut-être autoriser pendant une période, en dehors du prêt BPI, là, mais je veux dire peut-être un découvert autorisé pour pouvoir payer le loyer. Enfin voilà, ça va être quand même un accord en gros global. Tout à fait. Alors j'avais une question qui m'était posée de Pascal Wending qui me demandait a-t-on un modèle de lettre envoyé au bailleur pour aider à conseiller mieux nos commerçants? Alors oui, on a travaillé sur une lettre qu'on a conseillé à certains locataires d'envoyer à leur bailleur. Encore une fois, c'est toujours, comme je dis, quand on décide de suspendre son obligation, c'est toujours assez risques et périls, c'est-à-dire qu'on ne peut pas préjuger de ce que dirait un magistrat au cas particulier. Maintenant, il est clair, moi je pense que ça ne fait aucun doute, c'est ce que je dis aujourd'hui aux locataires de petits commerces impactés, oui, la force majeure sera vraisemblablement, c'est quasiment évident, retenue, invoquée et retenue oui. par les juridictions. Voilà. En revanche, faut pas être de mauvaise foi, je pense, dans l'utilisation du mécanisme. C'est-à-dire que pour les locataires qui ont les moyens de payer le loyer, ça va être plus compliqué de le justifier. Donc, encore une fois, ça va être vraiment du cas par cas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces points-là ou pas? Parce que je n'ai pas pu lire tout le chat
Ok, merci Pascal. Voilà. Non, il faudrait voir. De toute manière, Baptiste me renverra effectivement peut-être quelques les articles en fait qui vont régir en fait la discussion qu'on vient d'avoir. Et en fait, je vous retransfère, en tout cas pour le groupe propriété privée, je vous l'enverrai puisque j'ai votre mail global, comme ça a été fait pour la mise en relation de la conférence. Donc, je vous renverrai peut-être un débrief sur au fur et à mesure, de toute manière, peut-être dans les semaines ou dans les jours qui arrivent ou dans les semaines qui arrivent, des ordonnances qui vont être rendues par le gouvernement, pouvant protéger effectivement les commerçants vis-à-vis des bailleurs ou des délais. Peut-être on aura un suivi, en tout cas, on aura un suivi de Baptiste et du cabinet des JS là et puis on vous enverra au fur et à mesure. En plus effectivement, il fait beaucoup de publications sur Village Justice, mais en dehors de ça, peut-être qu'on aura un suivi des ordonnances et qu'on vous les bien enverra. sûr, on fera circuler. Notre cabinet prépare, alors on va faire circuler à partir de demain un guide contractuel, donc pour permettre aux opérateurs économiques de savoir que faire aujourd'hui en matière contractuelle, que ce soit dans les contrats privés ou les contrats publics. On travaille avec mon associé en droit public, Laurent Bidot, sur cette question-là. Et la semaine d'après, donc 8 jours après, on fera circuler un guide des dispositifs d'aide à destination des entreprises. Et donc, je ferai circuler par courriel, et de toute façon on communiquera aussi sur LinkedIn sur les publications de ces différents guides. Voilà, et notre cabinet devra organiser également la semaine prochaine une autre conférence justement sur les mesures d'aide précisément pour les entreprises qu'on devrait faire en partenariat avec un administrateur judiciaire. Je vous tiendrai informé, évidemment, tous les membres du réseau et les gens qui étaient présents à cette conférence, des nouvelles conférences sur ces sujets-là qu'on donnera au cabinet. En tous les cas, je tiens à vous remercier chaleureusement déjà tous pour votre participation aujourd'hui. Et je tiens à remercier particulièrement donc Éric Pitois et François Dovio d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui et de nous avoir apporté leur éclairage. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui, messieurs. Et voilà, je vais mettre fin à la conférence du coup. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Courage pour le confinement. Restez chez vous. Voilà, c'est la meilleure chose à faire pour le moment. Profitez. Gardez le moral et soyez optimistes. Voilà, courage à vous tous et pour vos familles et vos proches. À très bientôt. Au revoir.